C'est toujours un plaisir de vous informer au menu de ce 7 Info le soir ou week-end. Le point sur l'actualité du jour, un débat pour mieux conseiller la jeunesse ivoirienne et une image qui marque un tournant dans la course à la présidentielle. Place à présent à la pensée de la semaine. La pensée de la semaine qui tourne autour de l'éducation, car l'éducation est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est un proverbe malien qui souligne l'importance cruciale de l'éducation pour le développement personnel et social. Il met en lumière le rôle transformateur de l'apprentissage et des connaissances dans l'ouverture de nouvelles opportunités et la réalisation du plein potentiel. Le vendredi, vous le savez, vous retrouvez nos partenaires de la PLCC dans votre chronique cybercrime. Manipuler l'opinion, orienter les discours, polariser les débats sur les réseaux sociaux, la propagande numérique prend de multiples visages, souvent dissimulés derrière des hashtags viraux, des images choquantes ou des vidéos montées pour frapper fort. En Côte d'Ivoire, ce phénomène prend de l'ampleur à mesure que les enjeux politiques, sociaux ou identitaires s'exposent dans la sphère digitale. Mais qu'appelle-t-on exactement propagande en ligne? Quelle forme observe-t-on dans notre environnement numérique? Qui est concerné et surtout comment lutter face à cette stratégie d'influence déguisée? Le commissaire Parfait Mazan, responsable adjoint de la PLCC, nous en dit plus. Bonsoir commissaire. Bonsoir madame. Qu'est-ce qu'une propagande en ligne dans un premier temps? On va définir la propagande en ligne comme le fait pour un internaute ou un groupe d'internautes de véhiculer sur les plateformes comme les réseaux sociaux, les forums, les sites web, des messages de nature à influencer, à manipuler l'opinion publique dans le but de créer des divisions sociales ou de déstabiliser un pays. Quelles sont les propagandes que nous constatons actuellement en Côte d'Ivoire? En premier, nous pouvons parler, nous allons dire que la première propagande, c'est le fake news. C'est quoi le fake news? Ce sont de fausses informations qui sont diffusées pour désinformer ou pour influencer l'opinion publique. Il y a de cela quelques mois, le président de la République était en voyage et il y a une fake news qui faisait état de son décès. Et cette information-là a créé une cause au sein des populations. Donc, c'est ce genre de fake news-là qui sont souvent diffusés sur nos différents réseaux. Ensuite, nous avons la diffamation, qui est le fait de publier des propos faux. Faux et puis nuisibles à l'égard de personnes ou d'un groupe de personnes dans le but de porter atteinte à leur image. Nous avons également les incitations au trouble à l'ordre public. Ce sont des messages véhiculés pour inciter des tiers à troubler l'ordre public. Enfin, nous avons les incitations à la haine et à la violence. Ce sont des messages qui sont diffusés pour attiser la haine entre des personnes, des groupes de personnes. D'accord. Et comment lutter contre les propagandes en ligne? L'une des premières actions que nous menons, c'est la sensibilisation. Nous faisons la sensibilisation sur le terrain. Sensibiliser les populations, nous allons dans les ménages, nous allons dans les villes. Également, nous avons la sensibilisation digitale sur tous nos canaux, Facebook, WhatsApp, chaîne WhatsApp, YouTube. En plus de cela, nous sommes un acteur majeur dans le projet en ligne, tous responsables du ministère de la Communication. La deuxième action que nous menons, elle est coercitive. C'est-à-dire? Nous dirigeons des enquêtes. Les personnes qui font de la propagande sont interpellées et mises à la disposition de la justice. Voici les actions que nous menons. Et enfin, dernière question, comment la PLCC est saisie pour les propagandes en ligne? Il faut dire que la plupart des cas de propagande en ligne sont des autosaisines parce qu'elles peuvent avoir un impact sur la cohésion sociale. Cependant, nous recevons également des cas liés aux diffamations. D'ailleurs,
En 2024, nous avons traité 714 cas de diffamation et de fake news et un cas d'incitation à la haine. Donc voici un peu ces chiffres-là que nous donnons pour montrer les actions que nous menons pour pouvoir lutter contre la propagande en ligne. Merci, commissaire Parfait Mazan, d'avoir éclairci ces points. Je rappelle que si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez toujours vous rendre au bureau de la PLCC à Cocody pour porter plainte. On se retrouve vendredi. À vendredi. À vendredi. Tenue vestimentaire, langage, réseaux sociaux, relations amoureuses, rapport à l'autorité. Aujourd'hui, de nombreuses voix s'interrogent. Quels repères guident encore la jeunesse ivoirienne? Les normes évoluent, les codes changent et avec eux, la notion même de bonnes mœurs semble se redessiner. Mais faut-il y voir une perte de valeur ou simplement une nouvelle manière d'exister, de s'exprimer, de s'affirmer dans un monde en mutation? Entre générations, traditions, pression sociale et liberté nouvelle, le débat est ouvert, sans jugement, mais avec lucidité. Bonne mœurs, Yakelwe, avec la jeunesse ivoirienne. On en parle tout de suite avec nos invités dans le débat après ce micro-trottoir signé Salomon Guidi. Nous constatons que la jeunesse ivoirienne est beaucoup distraite, est beaucoup plongée dans l'amusement. Voilà, nos jeunes frères sont dans l'amusement, plusieurs sont dans les maquis, dans les boîtes, dans l'histoire de chicha. Vraiment, c'est un peu, vraiment, je trouve ça bizarre. On aime la facilité, en tout cas, on n'aime pas travailler. On aime l'amusement, voici, bon. Il faut dire que ce qui concerne déjà l'attitude de la jeunesse par rapport à l'environnement actuel, c'est que votre jeunesse aussi manque de repères. Voilà, manque de repères et elle refuse d'avoir un repère. Voilà, parce que aujourd'hui, tout ce qui est comme conseil, tout ce qui est comme attitude, formation, beaucoup d'entre eux pensent qu'ils refusent cela. Et ils sont plus attirés par la facilité. Voilà, et ce qui entraîne généralement le fait qu'ils ont un certain niveau sur papier, mais en réalité, dans la faisabilité sur le terrain, ça ne cadre pas avec leur attitude et leur comportement en réalité. Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'attitude des enfants, aujourd'hui, ils ont plus accentué sur les images, sur le divertissement, que sur la culture. Voilà. Même pour ce qui concerne les situations qui se passent autour de nous, la situation politique, beaucoup ne cherchent pas à se cultiver pour voir quelle est l'histoire de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que les choses sont passées. Ils sont tous toujours braqués sur ce qui se passe actuellement. Or, une jeunesse, c'est celle qui a une connaissance du passé et qui a une projection. Voilà, parce que c'est sur elle que se repose l'avenir. Donc, voici un peu mon avis par rapport à l'attitude de la jeunesse. Concernant la jeunesse aujourd'hui, on ne peut pas trop les condamner parce que vu l'évolution des réseaux sociaux, donc ils copient beaucoup ce qui se passe à l'étranger. Et moi, je pense que le gouvernement, ils font l'effort quand même pour un peu sensibiliser la jeunesse, mais devant la dérive, il y a les enfants qui écoutent les parents, ça passe. Les enfants qui pratiquent un peu la religion, qui suivent les parents à l'église, à la mosquée. Ouais, bon, ils ont une bonne éducation, ça passe. Les enfants aussi, ils ont leur comportement. Et moi, je pense que, bon, l'État fait son effort pour l'éducation. Dans le paquet, mais ça dépend de chaque enfant. Je souhaite bonne chance en jeunesse parce que nous, quand on était petit, on écoutait bien les parents. Hein. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui écoutent, il y a d'autres qui n'écoutent pas. Ce côté-là, les réseaux sociaux aussi, là, vraiment, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de choses qui font que nous, on voit. C'est pas normal. Comme par exemple? Fumer de drogue, cigarettes. Tout cas, nous, là, vraiment, on peut les aider à avoir du travail. Voilà. Voilà, nos frères sont devenus pochés aujourd'hui. Parce que là, tu as fumé, ne respecte pas les grandes sœurs, devient pochos. Ce qu'on attend, les gars parlent, les gars arrêtés, d'autres aussi. En tout cas, ils ne présentent pas de bonne image.
La jeunesse aujourd'hui n'est pas consciente parce qu'elle est exposée à plusieurs trucs. Il y a la drogue, il y a la boisson, il y a aussi les mauvaises fréquentations. Je vais juste expliquer une anecdote. Bon, on peut dire ça fait plus de 1 an et demi que je suis pas sortie ma musique parce que j'étais vraiment concentrée. Et il y a une camarade qui m'a vu, elle m'a dit, bon, faudrait qu'on parte sa musique, donc on est parti. Mais franchement, dit ce que j'ai vu là, ça m'a vraiment, je sais pas comment je vais dire, mais j'étais dépassée. Parce que ce n'est que la jeunesse qui était dans le bain. Elle dit, s'ils ont trop là, c'est 20 ans. C'était à un certain âge, c'est pas bien. Donc moi, je peux dire que éduquons nos enfants. Et puis, franchement, mettons Dieu au devant. Parce que quand ton enfant a une bonne éducation, quand ton enfant a Dieu, je pense que c'est tout, quoi. Donc c'est un peu ça. Pour en parler, nous sommes en compagnie, à ma droite, de Monsieur Arsène Okobé, directeur de la protection de la jeunesse au ministère de la Jeunesse, Dr Jean Horacio Bois, psychologue, à ma gauche, Variana Capea, directrice artistique, et enfin, Nafo Kafana, dit Kevin Stizy sur les réseaux, créateur de contenu. Bienvenue à vous quatre. Merci. On va directement mettre les pieds dans le plat, si vous le voulez bien. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui bonnes mœurs? Je vais commencer par vous, madame. Pour moi, les bonnes mœurs, est-ce qu'on parle des mœurs qu'on nous a toujours inculquées ou celles qu'on décide de choisir? Donc, je ne sais pas trop. Les vôtres? Pour moi, ce serait juste d'être une bonne personne. Et c'est suffisant. Donc, faire du bien aux gens, être bienveillant, donner, avoir de la gratitude. Et je pense que c'est suffisant. Votre avis, docteur? Bon, avant de parler de bonnes mœurs, il y a mœurs. Oui. Donc, il va falloir d'abord partir de la définition de ce qu'on entend par mœurs avant d'arriver donc à la bonne mœurs. Donc je pense que les mœurs ici, ce sont des habitudes, ce sont des comportements développés par des personnes au sein donc d'une société. Donc, à partir de là, il y a ce qu'on peut appeler bonnes mœurs. Donc, c'est ce qui est accepté par la société. Et ce qui n'est pas bonnes mœurs, parce que si on parle de bonnes mœurs, c'est qu'il y a des mœurs qui ne sont pas bonnes. Voilà, donc ce qui n'est pas bonnes mœurs, c'est tout ce qui est rejeté par la société. Voilà, bon, une société quelconque. Bon, je pense qu'on va revenir là-dessus. On va effectivement revenir là-dessus, mais au final, vous ne nous avez pas dit quelles étaient vos bonnes mœurs. Bon, en fait, les bonnes mœurs dépendent de la société dans laquelle on se trouve. Si, par exemple, je suis dans une, je peux dire, je suis chez des BT ou dans une communauté quelconque, il y a des valeurs qui sont partagées par la société. Et tout ce qui ne rentre pas dans ces valeurs-là sont considérées comme ce qui est rejeté, donc ce qui est, comment on appelle, ce qui est mauvaise mœurs. Donc, par exemple, le respect des aînés. Voilà. Et la fidélité, bon, la fidélité, on va dire beaucoup plus la fidélité de la femme. Parce que dans certaines sociétés, on peut demander à l'homme de se marier à plusieurs femmes. Vous voyez, c'est permis. Et pour la femme, on va dire, bon, il faut que tu sois fidèle à ton homme. Mais vous voyez que ces valeurs-là vont différer d'une société à une autre. Bon, on s'écarte un petit peu du sujet, on va y revenir avec vous, Monsieur Okobé. Quelles sont aujourd'hui les bonnes mœurs selon vous, vous qui êtes directeur de la protection de la jeunesse? D'accord. Alors, les bonnes mœurs, déjà partant sur ce que je pourrais donner comme définition, on peut dire que c'est un ensemble de règles non écrites d'ordre moral, social, qui est généralement accepté dans une communauté donnée. Et voilà. Et donc, le docteur l'a indiqué tout à l'heure, il a donné quelques exemples, le respect des aînés, se vêtir de manière correcte, par exemple, avoir un langage poli vis-à-vis de ses semblables, de la société, des aînés, être sobre dans la consommation de l'alcool, par exemple. Donc, voilà quelques valeurs que je pourrais donc énumérer. D'accord. Et vous, Monsieur Kafana?
Alors, je dirais qu'on pourrait parler donc de la bonne éducation. Ça passe par l'éducation qu'on a reçue des parents et aussi socialement, voilà, dans la vie active. Ça peut être, comme le docteur aussi l'a dit, le respect des aînés. Et ça dépend de l'environnement dans lequel on a grandi et dans lequel on a évolué. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. D'accord, merci pour vos définitions. Aujourd'hui, quelles sont les dérives auxquelles sont exposés les jeunes Ivoiriens? Je vais commencer par vous. D'accord. Alors, les dérives sont nombreuses. On voit qu'au sein de la jeunesse, il y a beaucoup de fléaux qui émergent, notamment la consommation abusive de l'alcool et des drogues, la violence et la sexualité débridée, les comportements défiants et déviants. Vous avez des exemples à nous donner? Parce que c'est vaste quand même, comportement défiant et déviant. Oui, comportement de défiance, la défiance vis-à-vis des représentants de l'autorité étatique, par exemple. D'accord. Voilà, donc le manque de civisme, lorsqu'on s'attaque à des symboles de l'État, lorsqu'on ne respecte pas les représentants de l'État, ça fait partie des défiances, en tout cas vis-à-vis de l'autorité. Les comportements déviants, comme je l'ai indiqué, les comportements sexuels à risque, il y a beaucoup d'activités que les jeunes organisent lorsqu'ils font des sorties en louant par exemple un appartement avec la sexualité au rendez-vous, beaucoup d'alcool. Ce sont autant de comportements déviants. Alors, Madame Capéa, je vous vois réagir, on va dire, au niveau de votre visage. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? J'ai surtout l'impression qu'on prend le problème un petit peu à l'envers, qu'on blâme beaucoup la jeunesse sans pour autant blâmer ceux qui étaient là avant eux. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais... J'en venais justement à ma prochaine question. Désolée de me faire l'avocat du diable ici, mais est-ce qu'on ne serait pas un petit peu hypocrite parce que des jeunes qui font des bêtises, ça a toujours existé en tout temps? Allez-y. Non, en fait, les déviations ont toujours existé, mais avec l'évolution du contexte, vous savez, il y a quand même eu un changement de paradigme. Il y a quelques décennies en arrière, on ne parlait pas d'Internet, on ne parlait pas de, je vais dire, de mondialisation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un jeune qui est en Côte d'Ivoire, il a accès à des informations qui sont à l'autre bout du monde. Il est exposé à des contenus qui ne sont pas forcément bien pour lui. Et quand il n'y a pas de contrôle, il peut y arriver que beaucoup de déviations surviennent. Et donc, c'est vrai que par le passé, il y a eu, comme vous l'avez indiqué, quelques déviations au niveau de la jeunesse, et c'est normal, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'évolution normale du jeune, surtout à l'adolescence, il va commencer donc pour s'affirmer en tant que personne, il va commencer à présenter en tout cas un comportement de défiance vis-à-vis des adultes, parce que pendant longtemps, en tant qu'enfant, il a été éduqué de telle sorte qu'on lui donne peut-être des directives, mais cette fois-ci, en tant qu'humain, il a besoin donc de s'affirmer, et il s'affirme généralement en s'opposant. Et donc ça peut créer aussi beaucoup de déviations, parce que là, c'est une période pendant laquelle le jeune commence à aller vers les interdits, à toucher un peu de tout, et il a une faible perception du risque, et ça peut ouvrir la voie à beaucoup de conséquences. Docteur Yeboah, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'a dit M. Okobé d'un point de vue psychologique? Bon, avant d'aborder le champ psychologique, il faut dire que déjà depuis longtemps, il y a des auteurs en fait, de la littérature qui déjà nous interpellaient. On voyait déjà sous l'orage de Seydou Badian, qui déjà en ce moment-là nous parlait donc du choc de génération. Il y avait donc un conflit entre générations. On peut même aller aussi avec Inouye Achebe, c'est ça, comment on appelle là, le monde s'effondre. Là également où il y avait aussi des chocs de culture. Mais aujourd'hui, là, avec la réalité que nous vivons,
nous, adultes, on va aussi avoir un regard sur ce que fait la jeunesse. Peut-être demain, quand cette jeunesse sera elle aussi adulte, elle aura aussi un regard à porter sur le comportement que la jeunesse a. Mais ce que monsieur le directeur est en train de dire, et là, j'adhère complètement à tout ce qu'il dit, d'autant plus que la jeunesse, il faut bien la situer. La jeunesse se trouve entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc quand il quitte l'adolescence, on le voit fougueux, il cherche un repère dans la société, il veut imiter, puisque au départ, c'était les parents. Après, il découvre d'autres personnes. Il cherche donc à s'orienter. Et donc, tout ce qu'il voit, pour lui, c'est bon à chercher à faire. Donc, étant donné que ce monsieur qui était adolescent se retrouve aujourd'hui à l'âge de la jeunesse, il adopte aussi ce genre de comportement puisqu'il est encore fougueux, il veut apprendre, il veut lui-même s'imposer, il veut même lui-même chercher à s'imposer puisqu'il pense que ce qu'il fait, c'est aussi de la valeur. Je veux fumer, permettez-moi de fumer. Je veux prendre de la drogue, laissez-moi prendre de la drogue et je verrai ce que ça peut m'apporter. Vous voyez donc, le jeune ici, il cherche à s'affirmer. Et donc, c'est à travers donc, ces différents actes-là qu'il s'impose en posant donc, comme on appelle, en effectuant ces dérives, ces différentes dérives que nous pouvons voir. Mais il faut dire que tout n'est pas dérive aussi dans ce que la jeunesse fait. Monsieur Kafana, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est plus compliquée que celle d'hier? Alors, j'éviterai de faire des comparaisons. Parce que je trouve que chaque ère a ses défauts, combien d'avantages au niveau de l'éducation, des mœurs. Le temps passe, les idées, les décisions qui sont prises par rapport aussi à l'encadrement de la jeunesse et de tout ce que nous avons autour de nous, de nos petits frères, changent. Et donc, je pense que il n'y a pas forcément une génération pire actuellement. Nous, effectivement, c'est par rapport à ce que nous, on a vécu aussi dans notre adolescence. Et quand on regarde nos petits frères aussi, on a des questionnements sur leur comportement. Mais je ne jugerai pas tout de suite en disant que ils sont pires ou nous sommes pires que les parents, par exemple. Parce que lorsque tu parles avec nos parents, ils te diront que eux aussi, ils avaient des cas quand même compliqués à gérer dans leur ère. Donc c'est vraiment une question de traiter les cas par période, on va dire, et s'adapter aussi aux changements d'idées et aux nouvelles manières de s'exprimer. Pour les jeunes et pour les adultes aussi, surtout. Il faut un bon encadrement pour que cela puisse éviter pas mal de dérives. Et justement, comment on transmet les bonnes mœurs aujourd'hui? Alors, ça se passe à la maison, ça se passe dans les relations amicales et sociales qu'on a, dehors, à la maison, à l'école. Et il faut vraiment trouver une bonne manière de communiquer avec les protagonistes, les jeunes, adultes. On a souvent l'impression que les jeunes, justement, ont du mal à être compris, ne se sont pas écoutés par leurs grands frères, leurs parents. Donc, ils se donnent cette autorité-là ou cette autorisation de faire des choses pour pouvoir s'imposer et donner leur avis au-delà de ce que les plus âgés auraient pu dire. Donc, je pense que si il y avait une bonne communication déjà, et une ouverture de parole et de communication entre les deux types d'âge, les deux genres d'âge. Vraiment un pont intergénérationnel. Ça arrangerait pas mal de choses. Ça ouvrait déjà beaucoup de portes pour essayer de pallier à certaines dérives. Monsieur Okobe, qu'est-ce qui est fait, vous qui êtes directeur de la protection de la jeunesse, au niveau de l'État pour justement protéger la jeunesse et transmettre les bonnes mœurs? Merci. Alors, au niveau du ministère de la Jeunesse, pas seulement, mais au niveau des autres parties aussi gouvernementales, y compris les structures non gouvernementales, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont menées. Vous savez, en ce qui concerne notre ministère, donc le département de la jeunesse, il y a beaucoup de structures qui interviennent sur le terrain
par exemple, on a tout un programme qui est porté donc par l'Office du service civique national, donc le programme de service civique qui est aujourd'hui un programme majeur avec une prise en main au niveau même du gouvernement où chaque année, peut-être même il est prévu que des centres, en tout cas de service civique, soient construits sur l'étendue du territoire, jusqu'à 14 centres avec une capacité de 1000 jeunes par centre. Donc il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées, il y a des directions qui s'occupent de la citoyenneté responsable. En tant que directeur de la protection de la jeunesse, également, nous menons des campagnes de sensibilisation. Donc nous avons des axes, des campagnes de sensibilisation sur tout ce qui est fléaux sociaux. Et nous avons également un axe qui concerne la formation des jeunes dans ce qu'on appelle les compétences de vie courante, en fait qui sont des compétences psychosociales. Donc on apprend aux jeunes comment développer l'estime de soi, parce que la plupart du temps, lorsque le jeune n'a pas une bonne estime de soi, ou bien quand il a une estime de soi assez basse, ça peut créer beaucoup de soucis. Ça peut créer beaucoup de soucis. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne se donne pas de la valeur, il manque de confiance. Du coup, il peut être porté par tout vent de doctrine, il peut être influencé, que ce soit par ses pairs, et ça constitue en tout cas un risque pour lui-même. Donc il y a ces formations que nous faisons, on leur apprend comment prendre une décision de manière responsable, parce que tout ce que nous faisons, ce sont des prises de décision. Là, nous avons décidé de venir sur ce plateau, et les décisions peuvent aboutir à des conséquences positives ou négatives. Donc, le choix qu'on opère n'est pas fortuit, parce que ça aboutit forcément sur un résultat qui peut nous être préjudiciable. On leur apprend à résister à la pression des pairs. Voyez-vous, un jeune peut se retrouver dans un groupe d'amis, peut-être là où des valeurs qui ne sont pas forcément les bonnes sont prônées. Mais s'il sait négocier dans ses rapports avec les autres, il ne se laissera pas influencer. Il ne se laissera pas traîner, en tout cas, dans des aventures périlleuses pour lui. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation que nous faisons, comme je l'ai indiqué, et puis des formations également. Madame Capella, est-ce que vous pensez aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être ajouté à toutes les actions portées par l'État pour protéger la jeunesse? Alors, aux actions que l'État pourrait mettre en place, j'en ai aucune idée. Et vous, Monsieur Kafana? Je pense qu'on devrait quand même beaucoup plus sentir qu'on a vraiment les autorités qui veulent nous pousser, qui veulent aider justement la jeunesse. Effectivement, la sensibilisation est faite, mais personnellement, je dirais, nous qui sommes par exemple sur les réseaux sociaux, à part les campagnes effectivement qui sont lancées comme voilà, Stop à l'incivisme ou de ce type, sur le terrain, on n'a pas tellement l'impression qu'il y a vraiment une activité réellement forte et impactante qui pourrait justement influencer nos petits frères ou même nous-mêmes pour que nous puissions véhiculer les messages adéquatement. Donc je ne sais pas s'il y a un moyen, en tout cas on pourrait y réfléchir, on pourrait tous proposer des idées pour justement faire de sorte à ce que le message puisse être propagé le plus possible. Plus il y a de personnes justement qui développent et partagent ces bonnes valeurs, mieux voilà, il y a quand même plus il y a de personnes qui pourront être réceptifs aussi, je pense. Quid des réseaux sociaux, Monsieur Kafana, vous qui êtes créateur de contenu? Eh bien, sur les réseaux sociaux, on va dire c'est un peu la jungle. Il y a, on a effectivement avec des services comme la PSIC qui quand même rendent un peu, qui essaie tant bien que mal, qui justice voilà, le temps pour essayer de ramener les gens à de bonnes actions et de bons comportements responsables sur les réseaux. Il y a un laisser-aller. Chacun se dit que voilà, parce qu'il a un pass internet et voilà, un téléphone portable, il peut se permettre de dire ce qu'il veut. Et la sensibilisation en question dans ce cas-là semble un peu muette ou carrément ne pas dans les sourds d'oreilles. Il faut également quand même aussi une volonté réelle de ces personnes qui sont directement impactées sur les réseaux sociaux, de vouloir, voilà, la volonté de tenter de changer les choses pour ne pas que nous soyons nous-mêmes aussi des victimes. Parce que
nous aurons pu continuer à donner les conseils et tout, mais de la même manière que nous donnons les conseils, nous sommes aussi victimes aussi de ce genre de comportement. Donc c'est un peu compliqué à gérer, mais je pense que si on donne de la volonté de chacun à vouloir changer les choses, c'est possible. Est-ce que ce que vous dites par rapport à un petit peu de vécu, vous avez vécu votre lot d'aventure sur Internet? Absolument, ça on en vit tous les jours. Et comme ils le disent, il faut avoir le cardio, comme on le dit dans l'argot. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir du cardio si réellement les gens se rendent compte qu'il y a un manque d'éducation et un manque de bienveillance qui doit être retravaillé et pour que les choses changent pour tout le monde, quoi. Madame Kapeya, quelle est votre appréciation aujourd'hui du rapport entre les réseaux sociaux et les jeunes en Côte d'Ivoire? Alors pour moi, les réseaux sociaux, c'est premièrement pour les jeunes un exutoire, une manière de juste se divertir et parfois d'oublier la réalité qui peut être un petit peu compliquée. Donc j'en veux vraiment pas à la jeunesse. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu délaissée, moi pour ma part et de ce que j'en pense. Je trouve que c'est vraiment compliqué en tant que jeune ivoirien de se construire. On est très peu accompagnés. Tous ceux qui doivent ou qui font face à des troubles mentaux ou à des dyslexies, dysorthographies sont souvent très vite laissés pour compte et parfois ils se retrouvent pas. Donc les réseaux sociaux c'est bien pour se divertir, mais c'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus de contenu pour sensibiliser la jeunesse et à toutes les dérives. D'un point de vue psychologique, comment ne pas se faire influencer par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, docteur? Bon, vous me permettez de revenir sur Je vous permets. question. Je vous permets. Merci. Il ne faut pas voir que cette action de rééducation ou d'éducation de la jeunesse incombe uniquement à l'État. Il y a plusieurs... on va dire, il y a la famille d'abord, qui, elle, doit jouer son rôle. Il y a la communauté à laquelle appartient l'enfant ou le jeune, dans laquelle, comme on appelle, qui doit aussi véhiculer des messages, de bons messages aux jeunes. Et il y a aussi même l'église, la mosquée, il y a l'islam. En fait, ça, c'est dans le cas où on est religieux. Voilà, il y a pas mal d'institutions qui pourraient avoir quand même une influence positive sur la jeunesse d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, bon, c'est mademoiselle qui disait tout à l'heure que les jeunes sont laissés pour compte, c'est ça? Bon, qui? Voilà, ça veut dire qu'on s'attaque à qui? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est... Bon, voilà. Alors, permettez-moi de poser la question. On s'attaque à qui au final pour... À qui s'attaque-t-on? Madame Kapeya. Je pense que tout le monde devrait se remettre en question. Ça devrait être un travail d'équipe. Oui, voilà, l'État, comme les parents, voilà, la communauté. Justement, parce que vous voyez, quand l'enfant il est à la maison, à peine si le parent d'aujourd'hui a le temps pour lui inculquer des valeurs, on s'est dit que l'école peut gérer tout cet aspect-là. Et vous voyez que même c'est quand même dommage que l'école, même quand l'école veut essayer même de toucher, on fait sortir des lois pour dire que si tu fais ça, on va te mettre en prison. Bon, donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a même du mal à savoir qui doit jouer ce rôle véritable. Bon, tous ces centres que l'État est en train de mettre en place, ça aurait pu servir à quelque chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire, mais l'État éjecte de l'argent. Ouais. Qui pourrait être réorienté dans d'autres choses, dans d'autres priorités. Si le travail était bien fait dès le départ, où la famille avait su s'imposer dès le départ, je pense que le ministère de la Jeunesse aurait peut-être eu d'autres projets plus importants, plus intéressants aujourd'hui à chercher à gérer, vous voyez. Donc, oui. Mais pour répondre à ma question, docteur Yeboah... Et donc, je reviens. Voilà. Vous voyez que monsieur le directeur a parlé tout à l'heure, dans ce qu'il disait, il a parlé d'estime de soi. Oui. Bon, moi, je suis dans un milieu où je pense que je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose. Je ne suis pas capable
de pouvoir m'affirmer devant les gens. Je ne suis pas capable de prendre la parole devant les autres. Mais je vais me réfugier vers certaines habitudes ou parfois même intégrer des milieux, des groupes d'individus qui vont, ce sont eux en ce moment-là qui m'apprennent certaines valeurs, en fait certaines valeurs entre guillemets. Donc finalement je me laisse influencer puisque je ne sais pas, je n'ai pas cette capacité-là à prendre des décisions, à poser des actes dont je suis pleinement responsable. Vous voyez, donc je suis obligé de me réfugier dans des groupes de jeunes ou d'autres personnes pour pouvoir donc fonctionner ainsi. Donc fonctionner sous la couverture ou sous, comme on appelle, la direction de ces groupes-là. Donc si je comprends bien, l'effet de meute est inévitable. Tout à l'heure, je disais que la famille devait jouer son rôle. Ouais. Si tout le monde joue son rôle dans la société, ça nous aurait évité beaucoup de choses. La mode va toujours exister. Mais qu'est-ce qu'on pioche dans la mode? Est-ce que c'est tout ce qui est à la mode qui est bon pour soi? Parce qu'il y a de la mode, il y a ce qui est dans la mode qui est aussi bon pour soi. Mais ce n'est pas tout qui est bon. Voilà, donc si on est bien encadré à la maison, si à l'école il y a des valeurs qui nous sont, comme on appelle, données, véhiculées et partout où nous sommes, je pense qu'on saura faire la part des choses dans ce qui est ce que vous appelez la mode. Ce sont des points, Madame Kapeya et Monsieur Kafana, sur lesquels vous vous accordez? Non. Ouais, personnellement. Ça a le mérite d'être honnête. Oui. Non, je ne suis pas totalement d'accord parce que je pars du principe qu'un enfant, un parent qui voit son enfant s'autodétruire, ça ne lui fait pas forcément plaisir. Donc la plupart des parents, je pense ou je suppose, doivent aussi se poser de la question. Mais j'ai surtout l'impression qu'il y a une fraction entre les deux générations. Donc, le manque de pont intergénérationnel. Exactement, comme, en fait. Monsieur Kafana. Il y a une fraction, il y a une vraie fraction qui est faite et un manque de communication. Et je pense qu'une jeunesse qui a tout ce qu'il faut, qui arrive à s'éduquer, à se divertir et à s'élever, ne s'autodétruit pas. Et normalement, on ne parle pas de mauvaises mœurs. En quoi les créateurs de contenu peuvent participer au partage des bonnes mœurs, Madame Kapeya? J'ai même pas envie de dire de faire du contenu éducatif, donc de leur dire... donc à travers des scénarios, faire des scénarios qui peuvent permettre, faire des scénarios positifs sur l'estime de soi, sur les bonnes décisions, sur les effets papillons, sur l'effet que ça va avoir sur toi de prendre des mauvaises décisions dans ta jeunesse et les risques. Monsieur Okobe, je vous pose la question également, en quoi les créateurs de contenu ivoiriens peuvent aujourd'hui vous aider dans votre mission de protection de la jeunesse? Bien, les créateurs de contenu, comme vous le savez, travaillent sur un espace où les jeunes sont la plupart du temps présents. Et donc, nous pensons que ce sont des personnes qui peuvent aider en tout cas à accompagner cette jeunesse. Et en ce qui nous concerne déjà, nous avons eu par le passé à travailler avec ce qu'on appelle les influenceurs. Voilà, donc qui sont intervenus, il y a quelques-uns, est-ce qu'on peut citer? Allez-y. Voilà, il y a par exemple Stony, il y a eu Suspect 95, c'est de la santé, Nash et autres. Et donc, qui nous ont aidés à porter le message aux jeunes en termes de sensibilisation, des mini-vidéos pour aider notre jeunesse, en tout cas, à revenir sur les rails. Et donc, comme vous l'indiquez, chacun a sa part à jouer. On doit se dire, qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Et non lever la tête pour dire, qu'est-ce que le gouvernement fait? Mais nous tous, nous sommes comptables du développement de ce pays. Et chacun à son niveau, comme l'a indiqué le docteur, a sa part à jouer. Toutes les tranches, toutes les couches de la population devraient donc intervenir. Et je pense que les créateurs de contenu sont en tout cas
mieux placés pour nous aider dans ce sens. Et je pense que tous les regards sont tournés vers M. Kafana. Quelle est votre part, quelle part vous jouez dans le partage des bonnes mœurs? Alors, nous sommes forcément, voilà, nous accueillons toutes les bonnes décisions qui pourraient nous aider justement à propulser le message. En vrai, si effectivement nous avons une feuille de route qui est déployée à la plupart, non seulement des influenceurs, mais toutes les autorités qui ont déjà une page sur les réseaux sociaux Internet. Je pense que si on a une guideline, des guidelines comme on le dit, voilà, une feuille de route, des règles bien droites et bien sûres pour que tout le monde peut suivre, on pourrait déjà être sur la même longueur d'onde et commencer ensuite voilà, à proposer autre chose. C'est effectivement le travail de tous. Donc, on est forcément d'accord dessus, mais voilà, on pourrait avoir aussi, parce que forcément, c'est pas forcément ce qui est bonne mœurs pour moi, qui est pareil pour tout le monde. Donc, selon ce que l'État et la communauté veut propulser comme réel message ou comme identité, on va dire sur les réseaux sociaux au niveau des idéologies et tout, on pourrait par la suite voilà, aider à propager voilà, le message comme il se doit, je pense. Voilà. Peut-être que cette info le soir week-end est le début d'une collaboration Exactement. entre vos services et M. Kafana. Ça serait plaisir, avec plaisir en tout cas. Alors, on va parler à présent d'un cas précis. Le 16 juillet dernier, le maire de Tiasalé, Assalé-Tiemoko Antoine, a interdit la chicha et la vodie, une boisson énergisante alcoolisée dans sa ville. Comment avez-vous accueilli la nouvelle, M. Okobe? Bon, en tant que premier magistrat de la commune, nous pensons qu'il a pris une décision et celle qui convenait. Et c'est dans le souci justement de protéger sa jeunesse. Parce que ce qu'il faut savoir, les boissons énergisantes, vous savez, le taux d'alcool n'est pas toujours régulé. Ce qui est indiqué n'est pas toujours ce qui est vrai. Et voilà, donc on sait que ce sont des risques pour la santé de nos adolescents. Et si quand un maire s'y met, nous pensons que c'est une bonne chose. Et c'est la voie qui montre en tout cas à l'ensemble des élus pour aider en tout cas à donner un meilleur encadrement à nos jeunes. Les questions de chicha, mais les gens mélangent de la drogue. Parce que ce n'est pas juste la chicha, mais il faut se rendre à l'évidence. L'alcoolisme et la drogue sont des fléaux majeurs aujourd'hui, que ce soit dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. Ce sont des éléments qui se retrouvent de manière courante. Et donc nous pensons que c'est plutôt une très bonne action à encourager. Et de votre côté, en tant que citoyen, Madame Kapeya? Alors, je vais juste un petit peu parler de moi un instant. J'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, mais je pense que si j'avais grandi ici, la vodie me ferait bien du bien. Parce que franchement, non mais oui, sincèrement, je pense que... C'est en étant majeur? Oui, en étant majeur, bien sûr, bien évidemment. Et peut-être que c'est... Parce que, excusez-moi, quand on parle de la jeunesse et des mœurs et tout, déjà, j'ai l'impression que je ne suis toujours pas située. J'aimerais bien savoir ce que vous combattez réellement quand vous parlez de mauvaises mœurs. Moi, pour moi, je vois juste une résultante d'une société qui ne fonctionne absolument pas. Donc, avec des jeunes qui ne se retrouvent pas. Donc, un peu de vodie de temps en temps. Normalement, ça fait... Non, mais... C'est pas le lieu de dire ça. Désolée. En étant majeur, oui. C'est une manière de s'évader. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on empêche la jeunesse ou qu'on la pointe du doigt alors que... elle a trouvé cette société comme ça et elle essaie de s'en sortir comme elle peut, quoi. Je trouve qu'on a très souvent la mauvaise cible. Comment vous réagissez aux propos de Madame Kapeya, d'un point de vue psychologique? D'abord, je vais rebondir sur ce qu'elle avait dit auparavant. Il faut dire que le bien matériel mis à notre disposition, ça ne garantit pas on va dire notre succès ou notre aisance dans un environnement. Ça veut dire que c'est pas parce que nos parents ont mis tout à notre disposition qu'on ne va pas faire comme on appelle de déviance. Non, ça n'a rien à voir. La déviance peut sortir de plusieurs, il y a plusieurs facteurs. Je vous prends par exemple, je suis responsable d'un centre de prise en charge d'enfants en situation de rue. Vous voyez que ce sont des enfants qui ont été rejetés. Et la plupart de ces enfants-là
sont issus de familles monoparentales ou des familles recomposées. Voilà. Soit le père ou la mère a essayé de se remarier et l'enfant, dans ce milieu-là, n'a pas pu s'adapter, il s'est retrouvé à la rue. Et aujourd'hui, nous essayons de leur donner une autre chance. Vous voyez, de pouvoir se réintégrer dans la société. Et ça marche. En leur inculquant donc des valeurs, que ce soit des valeurs religieuses, que ce soit des valeurs sociétales, nous leur inculquons des valeurs. Maintenant, revenons sur ce que vous venez de dire. Je pense que c'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il y a plusieurs, en fonction de la société à laquelle nous appartenons, il y a des valeurs. Et aujourd'hui, on voit que la jeunesse pense que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est ce qui est bon pour elle. Alors, je vais vous couper un instant. Est-ce que vous acquiescez les propos du docteur Yeboah? Est-ce que la jeunesse pense que ce qui vient d'ailleurs est nécessairement bon? Monsieur Kafama? Pas forcément. Je pense même déjà que nous, chez nous ici même, déjà, on a des choses que, voilà, qu'on aurait pu mettre un peu plus en avant pour pouvoir trouver des moyens de s'évader. Voilà. Si, je pense que le point que Mme Kapea avait souligné, c'était surtout pour faire comprendre que s'il y avait justement des solutions, d'autres solutions, pour que ces jeunes justement puissent se détendre ou se distraire sans avoir à poser des actes dangereux ou pour leur santé, pour leur bien-être, ils iraient directement, naturellement vers ces derniers. Mais oui, le cas de Vodi n'est pas forcément le meilleur choix et tout, mais l'influence, on va dire, peut venir un peu de partout. C'est pas forcément, voilà, non, mais puisque quand elle disait tout à l'heure, elle dit qu'elle n'a pas vécu ici. Oui, ça c'est dans son cas, oui. Justement, donc elle ne sait pas bien la façon dont nous parlons, de ce que nous disons qu'on parle de mœurs, elle ne sait pas en réalité de quoi on parle véritablement. C'est ça? Mais voilà, petite précision. Est-ce que, malgré que vous n'ayez pas grandi ici, est-ce que vous avez quand même connu la culture ivoirienne, la culture de vos parents? Bien évidemment. Bien évidemment. Non, mais puisque vous avez parlé de mœurs. Donc, parce que, en fait, finalement, déjà, j'aimerais qu'on place aussi cette jeunesse qu'on pointe du doigt. Est-ce qu'on pointe les classes ouvrières, les classes populaires, ou est-ce qu'on pointe du doigt les classes bourgeoises et tout ça? Et pour la classe populaire, je suis désolée, mais pour toutes les fois où je suis venue, c'est une jeunesse pour moi qui n'est même pas en train uniquement de se divertir, mais c'est une jeunesse qui est en train de survivre. Il n'y a aucun accompagnement. Parfois, je pense à eux et je me dis, mais si j'avais été dans leur cas ici, avec zéro accompagnement comme il y a ici, je ne sais pas, vraiment, je vous dis, la Vodi, c'est petit. Donc, c'est plus son vrai. Alors, monsieur Okobé, compliqué. Je vois un petit peu... Oui, bon, lorsqu'elle parle de zéro accompagnement, je ne comprends pas vraiment bien. Et voilà, parce qu'il y a quand même des dispositifs qui sont offerts à la jeunesse sur tous les plans, que ce soit en matière d'encadrement, en matière d'insertion, en matière de civisme. Il y a tout un dispositif qui est déployé. Là, au moment où je vous parle, au niveau de l'université, vous avez la 2e édition de la foire à l'emploi et au recrutement qui se fait. On leur donne l'opportunité, en tout cas, de s'insérer tant socialement que professionnellement. Et écoutez, madame, vous savez, en fin d'année 2022, le président de la République a décrété année 2023, année de la jeunesse. Et ce document s'est étalé jusqu'en 2025. Et ça va continuer au fil des années. Pendant cette période, la jeunesse n'a jamais été mise aussi en avant. Il y a un programme qui a été fait. Vous savez comment est-ce que le programme a été élaboré? On a fait appel aux organisations de jeunesse. Il y en a eu au moins 307 organisations de jeunesse qui ont proposé au gouvernement, voilà ce que nous voulons. Ça a été consigné. Et le ministre de la Jeunesse l'a remis au Premier ministre, qui l'a remis au Président de la République. Et c'est cette feuille de route que le gouvernement met en œuvre. Cette feuille de route est mise en œuvre par au moins 21 ministères sectoriels. Donc, lorsqu'on vient interroger la jeunesse pour lui demander qu'est-ce que vous voulez, et ce n'est pas seulement sur les questions d'emploi, sur toutes les questions.
quand vous dites qu'il n'y a aucun accompagnement, je veux bien comprendre. Précisez votre propos. Alors, déjà, j'aimerais bien savoir ce qui a été mis en place, mais j'y reviendrai. Déjà, l'école payante, simplement. Tout ce qui est soins de santé, donc les grossesses juvéniles, les IST, enfin voilà, toutes ces choses-là qui, normalement, devraient être un petit peu plus accessibles, mais qui, là où tu te retrouves à devoir débourser tes propres sous pour pouvoir te soigner correctement ou pour pouvoir aller à l'école, ou avoir accès peut-être à ces formations. Est-ce qu'elles étaient gratuites? Lesquelles? Les formations que vous avez mises en place pour la jeunesse. Elles sont gratuites, absolument gratuites. Okay, vous parlez par exemple de l'éducation, mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'offre de kits scolaires que le gouvernement a décidé et l'école est obligatoire. D'accord. Donc il y a beaucoup d'éléments, peut-être que il se peut que vous n'ayez pas l'information, ça c'est possible, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, en parlant d'éducation, il y a une autre grande préoccupation autour de la jeunesse, ce sont les cas de grossesse en milieu scolaire. On a recensé plus de 4000 cas cette année. C'est d'ailleurs une hausse selon plusieurs rapports. Mais quelle solution vous proposez pour endiguer ce phénomène? Déjà, sur cette question, il faut dire qu'il y a des réflexions qui sont en cours, parce que en 2013, l'alarme avait déjà été donnée. Je crois qu'on était à 5000 et quelques cas de grossesse. Et il y a eu un programme de réduction des grossesses en milieu scolaire qui a impliqué l'ensemble des structures qui interviennent au niveau des jeunes, que ce soit le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Famille, le ministère de l'Éducation. Et lorsqu'on a fait un point à mi-parcours en 2015, il y a eu une baisse substantielle d'au moins 20%. Et donc la progression, la tendance a continué dans le bon sens. Puis est venue l'étape de la Covid, qui a été vraiment une période trouble où le taux a encore atteint un pic. Et ça a été un peu compliqué. On est retombé de 6 000 à 4 000. Et donc, mais il y a des réflexions qui sont menées. Il y a des réflexions qui sont menées pour faire en sorte que on puisse trouver en tout cas les meilleurs mécanismes pour faire baisser ces différents taux. Et déjà, au nombre des actions qui sont menées, il faut savoir qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a des modules qui sont enseignés, qu'on appelle l'éducation complète à la sexualité. Donc, ils sont enseignés. Ce n'était pas encore, en tout cas, intégré dans tous les établissements, mais ce sont des choses qui sont en vue. Au niveau des jeunes en dehors de l'école, et sur lesquels nous agissons également, il y a des modules qui sont faits, peut-être pas à l'échelle nationale, mais qui sont développés dans ce qu'on appelle les centres d'écoute et de conseil par des animateurs, des conseillers animateurs qui échangent avec les jeunes filles pour pouvoir les aider. Mais il y a beaucoup, en tout cas, de causes sous-jacentes à la survenue de ces grossesses. Et donc, il faut aller en profondeur pour pouvoir trouver les meilleures réponses. Madame Capella, vous souhaitiez réagir? Oui, j'avais une question à poser par rapport du coup, au cours d'éducation sexuelle. Je ne sais pas comment est-ce que vous Éducation complète à la sexualité. Complète à la sexualité. J'aimerais savoir est-ce qu'il y avait des modules dedans sur les agressions sexuelles et sur le harcèlement sexuel aussi que des jeunes filles. Bien sûr, okay, d'accord. Bien sûr. Merci. On va passer aux réactions des internautes, si vous le voulez bien. Il y a Émile Yoboué qui dit, pour sauver la jeunesse de ces pratiques, il faut se rendre à la source de ces choses qui la détruisent et non sur les plateaux. Sadia Emmanuel Elidion dit s'il y avait un service militaire obligatoire, ça allait changer beaucoup. Enfin, Imhotep Mahat dit que tout ce qu'il faut pour sauver la jeunesse ivoirienne est dans les tiroirs du gouvernement. Encore faut-il avoir le courage et la volonté de l'appliquer. Alors, Monsieur Okobe, on va commencer par vous pour les réactions à ces messages. Bon, commençons par le dernier commentaire. Je voudrais déjà... Les tiroirs du gouvernement. Vous savez, on a plusieurs types de jeunes. Il y a des jeunes qui se disent, nous ne sommes pas intéressés par ce que fait le gouvernement parce que dans tous les cas, ceux qui doivent en bénéficier sont déjà connus. Mais non. Tout ce qui est mis en œuvre comme dispositif, c'est au profit de l'ensemble des jeunes. Et ce n'est pas des jeunes qui sont triés sur le volet. Et vraiment, ce sont des dispositifs transparents. Mais vous verrez qu'il y a certains qui ont une idée préconçue, qui vont se dire tel projet qui est mis en œuvre
ne concerne pas toute la jeunesse, c'est pour telle partie. Je sais pas, j'espère qu'on se comprend. Oui. Alors donc, il y a ce genre de réaction, mais j'ai indiqué tout à l'heure que l'ensemble des jeunes a été consulté et pour mener des actions. Et ce que nous faisons, excusez-moi, en termes de sensibilisation par exemple, il y a ce qu'on appelle l'éducation par les pairs. C'est-à-dire, au sein de la jeunesse, on identifie des jeunes qui ont un comportement, en tout cas désiré, à qui on donne des messages par la formation et donc ils discutent avec leurs pairs en communauté pour pouvoir les influencer positivement. Donc ce sont des actions qui se mènent. En Côte d'Ivoire, il y a une communauté qu'on appelle YouReport. C'est un produit de l'UNICEF qui est un peu au niveau mondial. En Côte d'Ivoire, il y a une plateforme qui existe qui revendique plus de 4 millions de jeunes, mais il y a également des plateformes, il y a également des communautés physiques réelles. Et ce sont des jeunes qui sont engagés dans la communauté auprès de leurs camarades en termes de sensibilisation, de renforcement des capacités, de participation citoyenne dans leur communauté. Et ce sont des éléments qui renforcent la résilience justement de l'ensemble des jeunes. Mais ce ne sont pas tous les jeunes forcément qui sont intéressés par ce genre d'action. On arrive quasiment à la fin de ce débat. On va faire un dernier tour de table, à commencer par vous. Monsieur Kafana, un dernier mot? Bon, je pense que dans l'ensemble, nous sommes tous d'accord qu'il y a du travail à faire. Voilà, de part et d'autre, que ce soit gouvernement, voilà, organisation non gouvernementale, la communauté, créateurs de contenu, voilà, participants sur le digital et sur le numérique, pour justement aider à changer les choses. L'intérêt, comme Mme Kapea l'a souligné, doit vraiment venir effectivement aussi de nous aussi, de la jeunesse et de nos petits frères. On va tous y penser, on va trouver des moyens, on va bien discuter pour justement trouver un moyen de créer de l'intérêt pour toutes les couches de la population. Parce qu'il ne faut pas que voilà, il y ait ce laisser pour compte, voilà, ressenti par quiconque en fait. Donc on fera nos efforts de notre côté. Merci. Madame Kapea. Je suis d'accord avec ce que Kevin est en train de dire, mais c'est vrai que j'aimerais pointer du doigt, enfin j'aimerais que les adultes, donc les aînés, fassent leur rôle d'aînés avec un peu plus de rigueur pour qu'on ne puisse pas perdre notre jeunesse. Docteur Yeboah. Oui, il va falloir que toutes les forces de... Bon, je ne vais pas parler comme les politiciens. Les forces vives de la nation. Il va falloir que tout le monde se mette ensemble et puis qu'ils pensent véritablement... Bon, c'est vrai que monsieur le directeur parlait des actions menées par le ministère en charge de la question, mais je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus en profondeur, que cela soit visible et que il y a plusieurs personnes qui peuvent, voilà, donc les créateurs de contenu qui doivent aussi revoir aussi leur contenu, voilà, parce que tout n'est pas bonne mœurs. Voilà, qu'est-ce qui est bonne mœurs, qu'est-ce qui n'est pas bonne mœurs, et aujourd'hui vous voyez qu'on a tendance à sublimer ce qui n'est pas bon sur les réseaux sociaux. Et ça, il va falloir donc éduquer la jeunesse à ce qui est bon. Voilà, donc nous les psychologues, nous les travailleurs sociaux, nous sommes aussi là pour aussi pousser le gouvernement, pousser donc toutes ces personnes-là pour que la jeunesse soit donc agisse donc en fonction donc des mœurs, des normes socialement établies. Docteur, j'insiste en deux mots, littéralement 2 mots. Qu'est-ce que sont les bonnes mœurs? Les bonnes mœurs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Il ne faut pas voler. Donc, il faut être, on va dire, poser des bonnes... En fait, avoir de bons comportements, des comportements qui ne sont pas répréhensibles. Donc, voilà, bon, pour moi, en un mot. Vous avez dit en 2 mots. Bon, ça fait un petit peu plus de 2 mots, mais c'est concis. Enfin, docteur Okobé, un dernier mot. Alors, merci. Je pense que nous sommes tous d'accord sur un point, c'est qu'il faut une synergie d'action. Il faut une synergie d'action. Il faut que chaque tranche de la population s'y mette. Et il faut surtout mettre en avant les bons modèles. Parce que ça aussi, ça manque. Et la plupart du temps, ce sont les buzz qui font... Le buzz. Voilà, qui crée l'intérêt. De mauvais goût qui suscitent beaucoup de... Mais je pense que tout le monde doit s'y mettre, y compris les médias. Et nous saluons déjà ce genre d'émission.
mais mettre en avant des bons modèles. Parce que les jeunes cherchent à s'identifier à quelque chose de bon. Et donc, de plus en plus, il faut le faire. Et nous encourageons en tout cas toutes les structures à agir main dans la main, de sorte à ce que notre jeunesse, qui sera donc en charge de conduire notre destinée demain, bénéficie en tout cas des meilleures compétences et soit ces responsables que nous voulons. Alors, le maître mot de conclusion de ce débat est la synergie. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Monsieur Arsène Okobe, vous êtes directeur de la protection de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse. Le docteur Jean-Aurès Yeboah, vous êtes psychologue. Variana Kapeya, vous êtes directrice artistique. Et vous, Monsieur Nafo Kafana, dit Kevon Stizi, vous êtes créateur de contenu. C'est la fin de ce débat, tout de suite. Si vous nous prenez en cours de route, vous êtes dans cette info le soir, vous avez choisi cette info pour vous informer et vous avez raison. C'est l'heure de l'image de la semaine car le top départ, a été donné ce vendredi 25 juillet pour le dépôt des candidatures à la présidentielle d'octobre prochain et c'est Kwakunda qui a été le premier candidat à la présidentielle à déposer ses dossiers à la CEI aux alentours de 11 h en qualité d'indépendant. Qui dit image du jour dit également chiffre du jour. Nous sommes 32 757 857 habitants en Côte d'Ivoire. Un chiffre dévoilé par un rapport de juillet 2025 de l'Agence nationale de la statistique. Le dernier recensement de la population établi en 2021 faisait état de 29 389 150 habitants, ce qui représente une croissance d'environ 11,3% en 4 ans. Avant-dernier virage, avant la fin de ce 7 info le soir week-end, traverser pour survivre, quitter pour exister, partir sans promesse de retour. Ils sont des milliers à rêver d'ailleurs, à risquer l'horizon sur des barques d'incertitude, des corps sans papier, des vies sans escale, des noms effacés par les vagues. Ce soir, Beckett nous en parle en musique et en mots d'immigration clandestine. Bonsoir Beckett. Bonsoir Ashley. Tel était le bruit des vagues. Elle était transparente et douce. Pour eux, c'était l'occasion de ouf. Ce jour-là, la mer n'avait pas de mousse. Ils contemplaient tous l'autre rivage. Pourtant, ils ne voyaient que le mirage. Ils imaginaient ce qu'ils découvriraient là-bas comme paysage. Alors, ils donnaient tous un dernier regard en signe d'adieu avant d'embarquer pour là-bas. Ils partaient avec tant d'espoir. Ils chantaient victoire, victoire, victoire. Ils pensaient avoir un retour de gloire. Mais au beau milieu de l'eau, le soleil devint un feu sombre, le ciel ténébreux. On pouvait voir le mouvement des ombres par un vent qui faisait un ménage profond. Et les vagues montaient, parce que fuir sa terre, c'est se fuir soi-même. Et les vagues montaient, parce que fuir sa terre, c'est se fuir soi-même. Et les vagues montaient, parce que fuir sa terre, c'est se fuir soi-même. Dès que la lumière de leur bateau s'est éteinte, le soleil a repris son teint. Le ciel redevint bleu sous l'eau. On ne voyait plus le bateau. De nouveau, on pouvait entendre toujours le bruit des vagues. Sur le rivage, on pouvait voir des corps aux yeux arrachés, des corps au ventre ballonnés. Toutes ces bêtes navales affamées se sont servies avant de les abandonner. Les pères poussaient des cris, les mères tombaient en transe et poussaient des derniers soupirs. Parce que fuir sa terre, c'est se fuir soi-même. Si tu fuis ta terre, tu te fuis toi-même. Une pensée à toutes ces personnes mortes dans l'immigration clandestine, parce qu'on entend encore toujours le bruit des vagues. Merci. Merci Beckett, on se retrouve la semaine prochaine.
Nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant ça, la chronique bien-être. Avoir du mal à accepter ses réussites, douter de sa légitimité, même quand tout semble prouver le contraire, vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter votre place malgré vos efforts ou vos compétences. Vous êtes peut-être confronté à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, un mal discret mais bien réel qui touche aussi bien les étudiants, les professionnels, les artistes et j'en passe. Bonsoir Raïma, dis-nous en plus. Bonsoir Ashley, ça va ? Ça va ? Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Madame Mariam Sako. Elle est hypnothérapeute. Elle nous parlera du syndrome de l'imposteur, de ses conséquences et surtout comment s'en débarrasser. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Soyez la bienvenue. Merci. Avant de parler de ce syndrome, on va parler de votre métier, hypnothérapeute. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, un hypnothérapeute, c'est un psychothérapeute qui utilise l'hypnose pour faire de la thérapie. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est l'hypnose ? C'est une façon de se connecter à l'inconscient. Et l'inconscient, en fait, c'est notre bibliothèque personnelle. Donc, ça enregistre tout ce qui s'est passé dans notre vie, même des choses dont on ne se souvient pas. Et donc, en permettant au patient de se connecter à son inconscient, il peut aller trouver les causes des problèmes qu'il a dans sa vie. Et donc, je tiens à préciser que ce n'est pas comme ce qu'on voit à la télé. Oui, il n'y a pas de petite pendule. Non. Hypnotisez-moi, je vais tomber, je vais faire le coq. C'est pas ça du tout. Non, pas du tout. Dans l'hypnose, la thérapie par l'hypnose, donc on cherche un bien-être, on cherche à changer les choses afin que les patients soient vraiment dans leur plein potentiel. Et donc, on ne peut pas les contrôler parce qu'on a besoin de leur aide. C'est eux qui font le travail. Nous, on est là comme accompagnants dans la séance. Et donc, ils doivent être conscients. Donc, ils peuvent ouvrir les yeux, ils peuvent se lever, ils peuvent... voilà, il n'y a pas d'emprise. Oui. Il y a d'un côté la dépression et d'un autre côté le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est concrètement le syndrome de l'imposteur ? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est de l'auto-sabotage. Donc, c'est un sentiment de ne pas mériter ses réussites, de ne pas être à la hauteur, comme vous l'avez dit précédemment. Et c'est en fait, il y a une divergence entre l'image que l'on projette, que les gens voient, et l'image qu'on a de soi-même, en fait. Ouais. Ashley, est-ce que tu as déjà été confrontée tu penses avoir le syndrome de l'imposteur ? Oui. Peut-être pas l'avoir présentement, mais il y a des moments, surtout professionnellement, où on se dit « comme j'ai fait quelque chose qui n'était pas nécessairement au top, est-ce que je mérite vraiment ma place ?» Mais du coup, je me permets de poser la question, quand on doit s'inquiéter d'une petite baisse de régime, quelle différence on doit faire entre la petite baisse de régime et le syndrome de l'imposteur ? Parce que on ne peut pas toujours être au top de sa forme. On peut pas être au top. Oui. C'est ce que je dis souvent aux patients qui souffrent de ce syndrome-là, c'est que la perfection, elle n'existe pas. Et donc, on va toujours faire des erreurs. Il y a des moments où le travail ne sera pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Et comment faire la différence ? C'est quand le syndrome de l'imposteur va venir vraiment nous empêcher de faire ces activités. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on a toujours une petite voix pour dire « Ah, mais tu es nul, ah, mais c'est pas bien fait, etc. etc. » Et ça va entraîner le fait de faire encore plus d'erreurs parce qu'on doute constamment de soi, on va prendre plus de temps pour faire ses tâches. Et aussi, ça peut aller jusqu'au point où on va refuser des dossiers ou des promotions parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Et là, quels sont les signes typiques du syndrome de l'imposteur ? Alors, c'est de ne pas se sentir à la hauteur, c'est de ne pas mériter ses victoires. Souvent, on se dit, quand on nous fait des compliments, on se dit « Ah, mais non, en fait, c'est un coup de chance » ou « Non, mais on m'a aidé, c'est pas vraiment moi, etc. » C'est vraiment basé sur ça, sur... l'estime de soi, en fait. Il y a un gros manque d'estime de soi.
Est-ce que l'éducation, le contexte familial peut jouer sur le développement du syndrome de l'imposteur? Tout à fait. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que les causes sont multifactorielles, mais le contexte familial est vraiment central dans le développement de ce symptôme-là. Parce que des parents qui ont basé l'éducation sur la performance, qui ont fait beaucoup de critiques, beaucoup de comparaisons avec les autres. Ah mais regarde, lui, il réussit mieux que toi. Oui. Des parents qui n'encouragent pas. Un enfant qui vient avec 15 de moyenne, il est content. Ah mais 15 c'est nul, j'aurais dû avoir 18. Ça arrive, voilà. Hein. Ça arrive, oui. Voilà. Donc si on imagine que c'est répétitif à chaque fois, eh ben, l'enfant, il va intégrer que l'amour de ses parents et sa valeur propre, elle est conditionnée à sa réussite. Et donc, dès qu'il échoue, ben, il n'a pas de valeur, il doute de lui. Et comme il va intégrer ces messages dévalorisants, même quand il réussit, il va toujours douter de lui avec le temps. Ouais. Et justement, vas-y. Vas-y. Hein. Le sujet est tellement passionnant qu'on a envie de poser des questions simultanément. Je pense aux perfectionnistes. Hein. Est-ce qu'on peut dire pourquoi tu me pointes du doigt quand tu parles de perfectionniste? Je suis aussi perfectionniste. Hein. Est-ce que le perfectionniste a forcément le syndrome de l'imposteur? Ça joue dans le syndrome de l'imposteur. Parce que on veut être parfait et donc on va forcément être déçu et donc forcément on va se critiquer, on va se dire que on n'est pas bien, qu'on n'a pas bien fait. Donc c'est un des facteurs qui va venir renforcer le syndrome de l'imposteur. Mais du coup, il y a une question qui m'est venue par rapport à celle de Rahima. La société dans laquelle on vit, où on a tous entendu le typique « je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois avocat, je veux que tu sois ci, je veux que tu sois ça ». Est-ce que ça joue pas aussi un rôle? Bien sûr. On est dans une société qui est basée aussi sur la réussite, sur la performance. Forcément, il y a certains métiers qui sont plus valorisés que d'autres. Et donc, on le sait tous, il y a beaucoup d'enfants qui ont été brimés dans leur choix de carrière. Oui. Et effectivement, ils vont se retrouver dans une filière qu'ils ne maîtrisent pas très bien parce qu'ils n'aiment pas. Ils se débrouillent dedans et forcément, ils ne sont pas forcément bons. Et là, surtout, les conséquences. Il y a forcément le côté positif et négatif. Hein. Quelles sont ces conséquences? Côté positif du syndrome, il n'y en a pas tellement. Mais on pourrait se dire que ça peut pousser encore plus une fois qu'on sort du constat que je ne mérite pas ce que j'ai, à travailler 2 fois plus pour... Mais le problème, c'est que vous méritez ce que vous avez. Si vous, par exemple, vous êtes présentatrice d'une émission. Oui. Et si tous les jours vous dites, je suis là, mais en fait, ils se sont trompés. Un jour ou l'autre, ils vont se rendre compte que je suis nulle, en fait. Et c'est ça votre quotidien. C'est pas joyeux, quoi. Donc, allons-y sur le côté négatif. Sur le côté négatif, c'est que ça entraîne de l'anxiété. Ça entraîne de l'anxiété et quand ce n'est pas pris en charge, ça peut aller vers un stress chronique, de la dépression également. Oh. Et justement, est-ce qu'on peut en sortir? Oui. Comment? On peut en sortir. Déjà, il faut se rendre compte qu'on a le syndrome de l'imposteur, donc c'est important de connaître les signes. Deuxièmement, il faut pouvoir reconnaître ses réussites. Parce que c'est ça qui va aussi changer les croyances limitantes. Il faut également faire un travail sur l'estime de soi. Et vous, en tant que hypnothérapeute, comment vous accompagnez vos patients, je veux dire, du processus, on va dire au début, jusqu'à la guérison? Comment ça se passe? Déjà, souvent ils viennent parce qu'ils se sont reconnus. Oui. Donc, ils viennent pour dire que voilà, j'ai tel signe, c'est difficile à vivre, etc. Donc, on va d'abord discuter. Moi, je les laisse parler déjà pour la première consultation et je pose quelques questions pour savoir c'est quoi leurs interactions avec les parents, quelle est la relation avec le père, la mère, la fratrie, au travail, s'ils sont en couple avec leur conjoint, etc. Et déjà là, on peut déjà détecter des schémas. Voilà. Ouais. Et vu qu'il y a un peu d'hypnose dedans, est-ce qu'on retourne dans l'enfance? Oui, on peut retourner pas tout de suite à la première séance, mais effectivement, on va aller travailler déjà sur toutes les croyances limitantes, je ne suis pas bon, etc. On va travailler sur les émotions refoulées, de colère,
sensation d'abandon, de rejet ou d'injustice même, parce que être critiqué tout le temps, bah, ça fait pas plaisir et puis on trouve ça injuste. Et également, on peut remonter à l'enfance. Il y a une technique, par exemple, qui s'appelle l'enfant intérieur, dans laquelle on va revisiter tous les âges où il y a eu un traumatisme et on va transformer cette expérience-là pour que le patient ait un regard nouveau sur cette expérience-là, dénuée de toute charge émotionnelle. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui en souffre et qui voudrait en sortir, ou enfin, peut-être à titre préventif? Oui. Alors, la première chose, c'est que je vais lui dire qu'il n'est pas seul et qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Et comme je dis, c'est vraiment un travail sur l'estime de soi. C'est donner des exercices qui vont permettre justement de regagner cette estime de soi, lister ses réussites. Et il y a des exercices de développement personnel qu'on va donner. Voilà. Et puis chercher les causes, d'où ça vient, et aller transformer ces causes-là en hypnose. Ashley. Pour l'instant, ça va? T'as des questions? Ah, je suis passionnée. J'ai plus de questions. Je suis littéralement passionnée par le sujet, en fait. J'essayais de me remettre en question, de me dire, est-ce que là... Bon, on arrive à la fin de cette chronique. Merci, Dr Sako, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je voudrais rajouter une petite chose. C'est que on est tous sujets un peu au syndrome de l'imposteur, des fois, face à une nouvelle tâche, etc. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur, tant que c'est passager et que, voilà, une fois qu'on a réussi, on se dit « Ah, mais finalement, j'ai eu peur pour rien, etc. » C'est correct. Mais c'est quand vraiment ça vient parasiter notre vie quotidienne avec des pensées négatives tout le temps, que là, il faut envisager de consulter. Ouais. Merci, docteur. Merci infiniment pour ces conseils, pour ces bons mots. Merci à toi aussi, Raïma. On te retrouve mardi pour la culture. Exactement. Bon repos d'ici là. Merci. Merci à vous d'être venus encore une fois, Dr Sako. Merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Merci. C'est la fin de cette émission, cette info le soir. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info.ci, pardon. Et cette info, lundi, retrouvée dès 18h30, Daniel Kodjo pour cette info le soir. Bonne soirée à vous, bon week-end.